Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de dresser le bilan des jeunes de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, cette saison, encore plus que d'habitude, l'OL a misé sur sa jeunesse. Alors, est-ce une jeunesse triomphante? Avons-nous affaire à des cracks? Ou est-ce qu'on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude sur la valeur de nos joueurs? Alors évidemment, chaque cas est un peu différent et on ne peut pas vraiment mettre sur le même plan les prestations par exemple de Bradley Barcola ou d'un Jeffinho. Alors évidemment, à l'image vous avez ceux qui ont le plus joué, mais je parlerai aussi d'Amin Sarr et de Jeffinho, alors qu'ils sont pas aussi jeunes que ceux qu'on a à l'écran, puisque Sarr a 22 ans et Jeffinho 23 ans. Mais je pense que c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce qu'ils ont fait et aussi quelles sont les perspectives de futur pour ces joueurs-là. Alors on va commencer dans l'ordre des photos par Johan Le Penant. Alors Johan Le Penant qui, malgré son jeune âge, a quand même une certaine expérience, puisqu'il a évolué avant l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 à Caen. Joueur, on va dire, qui a une mentalité absolument parfaite dans l'engagement sur le terrain. On peut dire que c'est vraiment un joueur qui ne laisse pas sa part au chien, comme on l'on dit. Mais la bonne volonté, c'est bien, c'est très très bien, mais est-ce que c'est suffisant pour la Ligue 1? Et vous vous doutez bien que la manière de poser la question donne immédiatement la réponse, c'est loin d'être suffisant. Et en plus, il est dans un profil d'un joueur que nous avons déjà, qui est Maxence Cacré. Et donc évidemment, pour moi, ces deux joueurs-là font doublon. Et entre les deux, je trouve que Cacré est bien meilleur, beaucoup plus évolué dans son jeu. D'ailleurs, je trouve Maxence Cacré plutôt pas mal dans les matchs récents, alors que Johan Le Penant, lui, a tendance à plonger. Et évidemment, je dirais l'apogée de ses problèmes, c'est le match contre Montpellier, où il donne carrément 2 buts à l'adversaire. Alors bon, je ne vais évidemment pas condamner un joueur sur un match, puisque globalement c'est un joueur qui fait peu d'erreurs, mais en même temps il fait peu d'erreurs parce qu'il tente vraiment très peu de choses. Il a dit lui-même en interview, il a besoin d'améliorer, on va dire, son jeu vers l'avant. Justement contre Montpellier, il a voulu jouer vers l'avant et ça s'est transformé en fiasco. Et on le voit déjà là sur ces derniers matchs, alors sachant que les stats SofaScore sont en général très 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 au-dessus des notes que tout à chacun peut donner. Vous voyez que sur les 5 derniers matchs qu'il a joué, puisqu'il n'est pas entré en jeu lors du dernier match, eh bien il a une note inférieure à 7. Et sur SofaScore, une bonne note, ça commence à 7. Bon là vous voyez qu'évidemment il touche le fond sur ce match-là. Alors, on le voit sur sa heatmap de la saison, qu'il est omniprésent dans le milieu de terrain, dans le cœur du jeu. Laurent Blanc a fait pendant un certain temps un 4-3-3 en le mettant lui et Maxence Cacré haut pour être la première zone de pressing, ce qui à mon avis était une bonne idée, avec l'espérance que ces joueurs-là, Cacré et Le Penant, soient capables de transmettre aux ailiers ou aux meneurs de jeu quand Ryan Cherki était meneur de jeu, voire directement à Alexandre Lacazette. Et ça, il faut bien reconnaître que Le Penant, il est absolument incapable de faire ça. Alors, contrairement à d'autres joueurs qui seront évoqués dans la vidéo, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de temps de jeu, puisqu'il a eu quand même 21 titularisations, c'est absolument énorme. Il a joué 29 matchs, donc quasiment la totalité des matchs de la saison. Il en a manqué 5 ou 6. Bon, un but, alors je ne vais pas du tout le juger sur le nombre de buts, mais on va plutôt le juger sur sa capacité de projection. Alors il a fait 2 passes D, mais on va dire il est tombé sans doute sur un Alexandre Lacazette. Alors, je me demande si le tir totalement vrillé qu'il a fait n'a pas été compté comme une passe décisive, ce qui, vous vous en doutez, est absolument ridicule. Mais bon, une passe D, allez, 1 à 2 passes D dans la saison pour un joueur qui a joué aussi haut, c'est quand même très très faible. Alors si on regarde ici les stats au tir de Johan Le Penant, on voit que le joueur donc a mis un but. On va dire il fait 100% sur ses tirs cadrés, mais en réalité il a tiré 18 fois dans la saison, donc sur 29 matchs, ça fait moins d'un tir par match,
Et sur l'ensemble de la saison, tenez-vous bien, sur l'ensemble de la saison, il n'a cadré qu'un seul tir. Donc, bon, la bonne volonté, selon moi, ça ne suffit pas. Donc, je ne suis pas du tout satisfait des prestations de Johan Le Penant. Alors, on va me dire, c'est un petit transfert, c'est un petit salaire, c'est un jeune joueur. Le plan, ce n'était pas du tout qu'il joue dès sa première saison. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, mais moi, je ne trouve pas qu'au cours de la saison, il ait progressé, alors que pourtant, il a eu énormément de temps de jeu. Je me demande tout simplement s'il a le niveau de la Ligue 1. Et moi, personnellement, concernant l'avenir de ce joueur, je pense tout simplement qu'il faut le prêter une saison dans une équipe de milieu de tableau ou de bas de tableau de Ligue 1 pour qu'il se fasse un peu les dents, parce que pour moi il est beaucoup trop tendre et on ne pourra absolument rien ambitionner avec ce joueur. Alors, outre des statistiques offensives assez moyennes, vous voyez que c'est un joueur qui a évidemment beaucoup de mal dans les duels. Il ne remporte que 44% de ses duels. Au sol, c'est là où a priori il devrait être performant, mais on voit qu'il n'est qu'à 43%, donc ça c'est quand même assez décevant. Et dans les duels aériens, alors on va me dire 47% pour un type d'1m76, c'est pas si mal. Oui, mais il en dispute moins de 1 par match. Ça veut dire tout simplement qu'il ne va pas au duel. Et donc au milieu de terrain, si vous perdez vos duels, si vous n'êtes pas capable de relancer la balle correctement, pour moi vous n'avez pas le niveau pour être sur le terrain à l'Olympique Lyonnais. Donc Johan Le Penant, pour moi, en prêt la saison prochaine, dans un club donc moyen de Ligue 1, et s'il ne décolle pas, à ce moment-là, transfert. On va continuer dans l'ordre des photos avec Saël Koumbedi, un autre Normand, si l'on peut dire. Saël Koumbedi, qui a su très rapidement se faire une place dans le cœur des supporters, mais vous allez voir que moi, je suis beaucoup moins enthousiaste que tout le monde sur Saël Koumbedi. Alors lui, évidemment, a eu beaucoup moins de temps de jeu que la plupart des autres joueurs dont on va parler aujourd'hui, tout simplement parce qu'il a commencé à jouer au moment où Malo Gusto a été blessé, est parti à Chelsea, revenu depuis, et depuis Laurent Blanc ne sait pas trop lequel des deux faire jouer. D'un côté, Malo Gusto a plus d'expérience, a priori plus d'apport offensif. Koumbedi, lui, il est vaillant, c'est bien, mais avec aussi des capacités physiques assez limitées en termes d'impact. Je pense qu'il est très rapide, il est très tenace. Mais bon, 1m75, il doit faire 67-68 kg tout mouillé. Et bon, souvent, il est un petit peu obligé de faire des grosses fautes dans les duels, tout simplement parce qu'il les perd. Et c'est un joueur qui, je crois, en 19 matchs, a pris 8 cartons jaunes. Donc il y a différents types de cartons jaunes, mais en général un carton jaune, vous le prenez tout simplement parce que vous avez perdu le duel. Vous voyez que ces notes récentes, là aussi, comme Le Penant, sont extrêmement faibles. C'est vrai qu'il avait un peu fait plaisir à tout le monde lors de la remontada à Lille, parce qu'il avait fait une entrée remarquée. Mais franchement, depuis, moi je ne trouve pas que ce soit extrêmement impressionnant. On sait que l'OL va rechercher un latéral droit pour la saison prochaine, donc il aura vraiment un rôle de remplaçant. En tout cas, quoi qu'il en soit, à ce stade, aujourd'hui, à l'instant T, pour moi, il n'a pas le niveau, lui non plus, pour être titulaire à l'Olympique Lyonnais. Alors lui n'a pas marqué, mais il a donné quand même 2 passes décisives, avec un temps de jeu quand même relativement modéré. Vous voyez quand même que pour un arrière, il a des taux de réussite aux passes qui sont pas super bons quand même. 83% dans son camp, 73% et 35% seulement sur les passes longues, les passes lobées et les centres. 19%. Un seul centre sur 3 qui arrive à destination. Bon, c'est quand même pas fabuleux. Alors, il fait un peu de tacle, mais vous voyez aussi dans les duels. Alors là, dans les duels, c'est un gros point noir, lui aussi, comme Le Penant. Je sais que certains de mes abonnés n'aiment pas quand je fais référence à la taille des joueurs
et à leur dimension athlétique, mais après il y a des réalités sur le terrain. On a beau me dire, oui, mais de temps en temps, il y a des joueurs de petite taille qui sont capables de gagner des duels de la tête. Bah là, on voit que Koumbedi, avec son 1m75 et 68 kg, et ben dans les duels aériens, c'est seulement 22%. Et même vous voyez, dans les duels au sol, c'est pas génial, avec 48%. Et les duels aériens, de toute façon, il évite, un peu comme le Penant, d'y aller. Donc moi, je pense que c'est un joueur qui est très intéressant parce qu'effectivement, il a un fighting spirit, un peu comme le Penant. Mais à un moment donné, vous avez beau avoir un fighting spirit, quand votre corps ne correspond pas à ce que l'on attend d'un joueur pro en Ligue 1, eh bien, vous êtes en galère. Donc, évidemment, il a toute sa carrière devant lui. Je ne vais certainement pas le condamner. Mais voilà, Saïd Koumbedi, donc je pense que lui, alors, il ne faut pas le prêter, hein, il faut le garder en deuxième latéral. Alors évidemment, les latéraux, ce ne sont pas les joueurs qui sortent le plus souvent. Donc il risque d'être un petit peu frustré parce qu'il va jouer beaucoup moins que cette saison. Bon, sauf si le titulaire, évidemment, déçoit ou alors est blessé. Bon, Saïd Koumbedi, je dirais bilan mitigé. Quelques promesses, mais encore énormément de progrès à faire. On va continuer avec celui qui est au centre de la photo. Joueur présenté vraiment comme la pépite du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, donc Ryan Cherki, joueur qui contre Clermont a fêté son 100e match quand même en pro. Donc c'est pas rien. Hein. On nous a longtemps dit oui, mais Ryan Cherki ne peut pas briller parce qu'il joue jamais, ou il joue des bouts de match. Là, il a eu énormément de matchs titulaires. Et s'il a eu une bonne période, c'est vrai, au mois de février, depuis c'est quand même pas génial. Et on va le voir tout ça sur le plan statistique. Alors vous le voyez, DataOL nous informe, donc ça c'était après le match de Clermont, que Ryan Cherki n'a été décisif qu'à une reprise sur ses 13 derniers matchs, une fois soit but soit passe D, sur ses 13 derniers matchs. Tandis qu'avant, il avait été à 5 reprises sur les 11 précédents. Alors déjà, ça veut dire qu'il a été 6 fois décisif, passe ou but lors des 24 derniers matchs. Donc ça fait seulement un match sur 4. Donc c'est pas terrible. Mais alors, il est plutôt sur une pente totalement déclinante. Une seule fois donc sur les 13 derniers matchs, pour un joueur quand même qui a cumulé énormément de titularisation. Alors vous le voyez ici sur sa heatmap, on peut voir que c'est un joueur quand même qui a énormément de liberté. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il peut rester au milieu. Il a fait quelques replis défensifs, pas énormément non plus. Mais donc c'est quand même un joueur qui bénéficie de beaucoup de liberté sur le terrain. Alors ici évidemment on voit sur ses stats offensives que c'est quelqu'un qui dribble énormément. Il en passe 2,4 par match. Il en réussit 56%. Mais je dirais que le dribble c'est une chose, il faut voir ce qui se passe à la fin du dribble. Parce que, alors déjà on voit qu'il y en a 44% qui sont ratés, mais sur les 56% qui restent, il y en a combien qui sont réellement utiles? Et je crois que c'est là où Ryan il doit comprendre une chose, c'est que avoir des pieds en or, et surtout que lui il a les 2 pieds, c'est très bien, mais il faut surtout penser à l'efficacité. Et là, l'énorme problème de Ryan Cherki, c'est l'efficacité. On va voir son efficacité dans les buts et dans les passes D, qui est insuffisante. Alors par contre, c'est quelqu'un qui effectivement a fait quand même 5 passes décisives sur la saison. Il a 8 expected assists. Ça veut dire qu'il a fait potentiellement 8 passes D, mais il y en a 3 qui n'ont pas été marquées. Donc ça, effectivement, c'est un peu dommage pour lui. Ça aurait amélioré ses stats. Il a créé quand même 12 occasions, ce qui est bien, et il fait en moyenne par match 2 passes clés. Des passes clés, c'est des passes qui amènent un tir. Bon, c'est une stat qui, moi, me convainc pas trop, mais enfin bon, de plus en plus de gens la prennent en compte. Alors vous le voyez ici, il a joué 31 matchs, 18 titularisations, et seulement 3 buts. 3 buts, c'est quand même très peu, ça fait 1 tous les 10 matchs, donc c'est pas flamboyant. Il a eu 4 XG, donc en plus il a manqué d'adresse sur ses tirs. Et pourtant c'est quelqu'un qui tire, vous voyez, 1,6 tirs par match, mais seulement 0,5 cadré.
Hein, ça veut dire qu'il y a seulement un tir sur 3 de Ryan Cherki qui est cadré. C'est vraiment pas terrible pour un joueur que l'on présente toujours comme une sorte de génie balle au pied. Franchement, moi j'ai du mal à voir ça. Alors parfois oui, des fulgurances, mais je dirais que le quotidien de Ryan Cherki, c'est quand même plutôt beaucoup de dribbles inutiles, une bonne passe de temps en temps, et puis une inefficacité offensive. Donc vous le voyez ici, hein, dans ce deuxième tableau, Ryan a pris 49 tirs dans la saison pour seulement 3 buts. Donc ça c'est quand même vraiment rachitique. Si on veut comparer à Alexandre Lacazette qui a tiré 93 fois, il a mis 25 buts. Et si on veut comparer un autre joueur qui pourrait être comparé un petit peu en termes d'âge à Ryan Cherki, Bradley Barcola, lui, il a tiré 21 fois pour 5 buts. Donc vous voyez, seulement 30,6% de tirs cadrés. Donc ça, c'est vraiment très très moyen. Et donc on retrouve nos stats en XG. Moi, bon, comme je ne suis pas lyonnais, je n'ai pas d'a priori positif sur les joueurs qui sortent de l'académie. Donc moi je prends les joueurs pour ce qu'ils font sur le terrain, pour ce qu'ils montrent de match en match. Et très sincèrement, moi alors oui, il y a une bonne période pendant le mois de février, c'est vrai, mais je trouve que avec tout le temps de jeu qu'il a eu cette saison, je trouve que finalement il n'y a pas tant de progression que ça de la part de Ryan. Il retombe très 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 vite dans ses travers. Et la fameuse excuse qui consiste à nous dire oui mais quand il joue dans l'aile c'est pas son poste. Alors, écoutez, quand vous tirez à côté, c'est quand même pas parce que vous jouez dans l'aile. Quand vous n'êtes pas capable de faire une passe correcte après avoir fait 3 dribbles, c'est pas parce que vous jouez dans l'aile. Donc tout ça c'est de la foutaise. Et d'ailleurs, parmi les bons matchs qu'il a fait, il y avait des matchs où il jouait dans l'aile, et parmi les très mauvais matchs qu'il a fait, il y en avait où il était numéro 10. Donc cette fameuse excuse de Ryan Cherki doit jouer 10, il ne doit pas jouer dans l'aile, pour moi c'est une fausse excuse, parce qu'il faudrait reprendre l'ensemble de ces matchs et vous verrez que vous trouverez autant de matchs bons et mauvais dans les deux positions. Donc pour moi ça c'est n'importe quoi, et ceux qui refusent de l'admettre doivent se dire que si Ryan Cherki il joue dans l'aile et pas au milieu de terrain, c'est tout simplement parce qu'il ne fait pas le travail défensif. Donc déjà qu'on se prend des vagues en mettant Le Penant, Cacré, Tolisso, vous imaginez, vous rajoutez là-dedans Ryan Cherki, non c'est pas possible. Donc dans l'aile, comme il va avoir un milieu de terrain et un latéral derrière lui, c'est là où son manque de travail défensif est le moins pénalisant pour l'équipe. Alors sur les 2 derniers matchs, ça ne s'est pas vu qu'on a pris 6 buts contre Montpellier et contre Clermont. Donc pour moi, bilan très très mitigé de Ryan Cherki. Vous le savez, allez voir ma vidéo sur le bilan financier et vous verrez qu'on sera obligé de vendre des joueurs pour que notre budget tienne à peu près la route. Moi, très sincèrement, toute offre à 30 millions ou plus pour Ryan Cherki, on doit dire oui sans même hésiter. Je pense que ce joueur n'a pas une marge de progression énorme. Là aussi, si on le compare à Bradley Barcola, qui lui a vraiment progressé d'une manière phénoménale, moi écoutez, en 3 ans, je ne vois pas vraiment beaucoup de choses ayant beaucoup changé de la part de Ryan Cherki. Rappelez-vous son match en Coupe de France face à Nantes quand il explose. D'une certaine manière, je dirais que dans ce match-là, il était meilleur que dans 90% des matchs où on l'a vu ensuite. Donc voilà, moi je ne suis pas convaincu par Ryan Cherki. Et je le dis, s'il y a une belle offre pour Ryan Cherki, il faut dire absolument oui. Déjà parce que je pense qu'il n'a pas une marge énorme de progression, mais aussi parce que son contrat court jusqu'en 2025. Alors, contrairement à ce qui est écrit ici, c'est bien 2025. Et que si on ne veut pas se retrouver dans la situation d'Oussem Aouar et Moussa Dembélé, il ne faut pas attendre qu'il soit en dernière année. Si Laurent Blanc reste coach de l'Olympique Lyonnais, ce qui est loin d'être certain, et qu'on lui demande son avis, je ne suis pas certain qu'il dise je veux qu'on garde Ryan Cherki.
sauf s'il accepte de prolonger. Donc là, on va dire sur le plan contractuel, ce serait un très bon move. Mais après, sur le plan sportif, je suis beaucoup moins convaincu. Là, sur ce cas-là, je ne demande qu'à être démenti. Quatrième joueur, alors là, pur produit de l'académie. On a commencé avec Le Penant et Koumbedi qui ne sortent pas de l'académie. Ryan Cherki en sort, donc tout comme Bradley Barcola. Je l'ai mis au milieu parce que comme je vais dire du mal de deux joueurs qui sortent de l'académie, je me suis dit il faut que je mette Bradley au milieu parce que sinon on va penser que je ne tape que sur les jeunes de l'académie. Mais comme je l'ai dit, moi je n'ai pas d'a priori sur les jeunes de l'académie, ni positif ni négatif. Moi je suis content qu'un jeune explose, mais moi je veux une équipe performante. Si c'est avec des jeunes de l'académie, formidable. Si c'est avec des joueurs qui viennent de l'extérieur, ça me va aussi. Donc Bradley. Alors Bradley Barcola, je vais être honnête avec vous, honnêtement, je n'ai jamais cru en lui. Il avait fait quelques apparitions la saison passée, et bon, un grand dadais, tout maigre, qui ne dégage pas forcément, on va dire, un regard de tueur. Bradley Barcola, on voit que ça a l'air d'être un bon gamin. Et j'étais pas le seul à ne pas y croire, puisque Laurent Blanc l'a dit lui-même, on n'a sans doute pas mesuré suffisamment tôt la qualité de ce joueur. Et lui, on va dire, il a su convaincre tout le monde, et pas sur 3 matchs, pas sur 4 matchs, mais sur vraiment l'ensemble des matchs qu'il a fait sur la deuxième partie de saison. Ça a été le grand bénéficiaire du départ de Karl Toko Ekambi et de Tété, puisque en plus de ses qualités nombreuses, c'est quelqu'un qui peut évoluer avec autant de facilité du côté droit comme du côté gauche. Il est sans doute plus buteur quand il est sur le côté gauche parce qu'il revient sur son pied droit. Mais des deux côtés, il peut faire de très bons centres. Et puis en plus, il abat un travail défensif qui est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, on le voit sur la heatmap. Alors, vraiment, vous voyez quand même, il y a beaucoup de présence, notamment quand il joue à droite, sur le repli défensif. Mais on le voit ici aussi, il y a beaucoup de replis défensifs. C'est vraiment un joueur qui anime totalement son aile quand il évolue dans cette aile. Et je pense que là, pour le coup, Bradley Barcola, qui en plus est en contrat jusqu'en 2026, alors lui, s'il y a vraiment un joueur qu'il faut prolonger dans l'effectif, c'est bien Bradley Barcola. Lui, vraiment, il a gagné sa place. Et je n'ai évidemment aucun problème à le voir titulaire la saison prochaine. Car vraiment, il est bon et lui, il progresse. Vraiment, on a l'impression qu'il progresse de match en match. On va le voir d'ailleurs dans ses stats, que y a de la vraie efficacité avec ce joueur et beaucoup d'efforts. Alors vous le voyez, 23 matchs joués, seulement 12 titulaires, donc c'est pas évident de faire des stats avec ça. 51 minutes de jeu en moyenne, et malgré tout, 5 buts. Et puis 6 passes D, donc 11 fois décisif. Et Data OL qui nous dit l'OL n'a gagné qu'un de ses 7 matchs débutés sans Bradley Barcola, 2 nuls et 4 défaites. Un Bradley, vous le voyez, lui, il surperforme, puisqu'il met 5 buts avec 2,71 XG. Donc il a 2 fois plus de buts que d'XG, donc ça veut dire en plus de sa qualité une adresse vraiment vraiment très très bonne. Après, si on va regarder dans les occasions créées, donc 8, ce qui est vraiment beaucoup, 0,8, on va dire une passe clé par match. Alors les stats défensives, elles paraissent pas énormes, un tacle par match, 0,5 interception, mais les stats ne reflètent pas toujours le vrai effort défensif parce que parfois le simple fait de se replacer va couper l'action adverse. Donc voilà. Dans les duels réussis, alors 1,4 dribbles réussis par match, donc 52% de ces dribbles réussis. Mais vous voyez que lui aussi, avec son physique très longiligne, eh bien, il est à la peine dans les duels. Alors, il arrive à battre ses adversaires par la vitesse. Mais par contre, quand il faut aller au contact, on se rappelle notamment d'un contact avec Kolasinac lors du match de l'OM, où le pauvre Bradley, il est parti comme une plume. Et ce qui est un peu décevant, c'est qu'avec son 1m85, seulement 32% de duels aériens,
réussi. De toute façon, la défaillance dans les duels aériens, c'est vraiment le leitmotiv de notre équipe et surtout de nos jeunes joueurs, parce que vous allez voir que même Castello Luqueba n'est pas très performant dans ce domaine malgré sa taille. Alors évidemment, cette qualité se retrouve dans les statistiques, hein, puisque Bradley Barcola a shooté 21 fois cette saison but, et il a marqué 5 buts, il a 10 tirs cadrés, ce qui fait 48%, donc quasiment un tir sur deux est dans le cadre. Vous voyez que c'est beaucoup mieux que Ryan, hein, qui lui, en plus, je pense, est celui qui a le plus de tirs bloqués. Voilà, donc un Bradley Barcola qui, lui, pour le coup, a un bilan vraiment très 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 positif. Pour moi, c'est la révélation de la saison. Et parmi nos jeunes joueurs, c'est vraiment celui qui, je trouve, mérite le plus de jouer. Et moi qui appelle de mes voeux une équipe, on va dire, plus expérimentée la saison prochaine, je pense que s'il y a un ou deux jeunes qui peuvent encore intégrer le 11 de manière régulière, eh bien évidemment, Bradley Barcola fait partie de ces joueurs. Donc bravo à lui, parce qu'il partait d'assez loin. Il y a pas tant de monde que ça qui croyait en lui, et moi je le reconnais, hein, je ne croyais pas en lui, et il a su nous faire mentir. Donc si d'autres jeunes veulent me faire mentir, j'en serais tout à fait ravi. On continue avec le dernier jeune de l'académie. Alors je ne parlerai pas de Mohamed El Arouche, hein, il a joué vraiment trop peu pour qu'on puisse se prononcer sur ses prestations. Donc Castello Luqueba. Alors Castello Luqueba, je fais la vidéo après le match contre Clermont, où il a été absolument cataclysmique, hein, puisque il provoque un penalty totalement stupide, et en plus il a failli se faire expulser en faisant une faute vraiment très 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 limite en deuxième mi-temps. Alors critiquer Castello Luqueba, c'est périlleux, vu que personne ne le fait. Donc je vais peut-être prendre des tirs de Kalachnikov sous la vidéo, parce que je me suis permis de critiquer Castello Luqueba. Moi, très sincèrement, je n'ai jamais été pleinement convaincu par ce joueur. La première saison, avec un Boateng en surpoids, avec un Marcelo qui s'est fait virer, eh bien, il s'est retrouvé sur le terrain, titulaire quasiment à tous les matchs, et je voulais bien accepter que pour sa première saison, on n'est pas un joueur parfait, il n'était pas du tout programmé pour en être là. Cette deuxième saison, ça me gêne beaucoup plus. Bon, déjà parce que j'estime quand même qu'à 20 ans, il est temps qu'il grandisse dans son jeu. Qu'à côté de lui, il a quand même quelqu'un duquel il peut énormément apprendre, c'est déjà Lovren. Et Castello Luqueba, moi je dois dire, je ne suis pas, mais alors pas du tout convaincu. Je trouve que il fait beaucoup trop de fautes, de placements, de fautes même parfois trop rugueuses qui pénalisent l'équipe, hein. Il prend un rouge à Strasbourg, franchement contre Clermont il doit prendre un rouge également. Il donne des pénaltys gratuits. Moi je veux bien qu'on donne des pénaltys quand vraiment il n'y a pas de choix, mais les deux pénaltys qu'il donne, et à chaque fois contre Clermont, franchement, mais pour moi c'est scandaleux, quoi. C'est-à-dire que vous tuez votre équipe en faisant ça. Et vous allez voir que au-delà de ça, en plus, parce que c'est ça qui me gêne le plus, c'est que dans les duels, il n'est pas présent, et ça c'est vraiment un souci. Donc vous le voyez ici, duel remporté 52%, c'est franchement pas terrible. Duel au sol 51%, ça veut dire qu'une fois sur deux, il perd son duel. Et alors, voilà, vraiment quelque chose qui m'inquiète énormément, c'est les duels aériens. 52% de duels aériens. Pour un défenseur central, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Non, moi, Castello Luqueba, très franchement, encore plus que Cherki, à la limite, vous voyez, si on a le choix, moi je préfère de loin, mais alors de très très loin, transférer Castello Luqueba plutôt que Ryan Cherki, parce que je me dis Ryan Cherki, on sent que si il prend davantage de maturité, il peut devenir un joueur assez monstrueux, alors que Castello Luqueba, vous savez, ne pas remporter ses duels, c'est vraiment un vrai souci. Et alors on pourra me dire, il peut progresser, oui, mais moi je crois pas qu'il ait tant de marge de progression que ça. Et vous voyez sur ses notes,
Alors c'est du SofaScore, c'est de la statistique, mais il y a quand même beaucoup de mois, puisque c'est des notes mensuelles. Il y a beaucoup de mois où il est en dessous de 7, ce qui n'est pas très bon, et où il est à 7 tout juste, quoi. Voilà, moi je ne vois pas un avenir vraiment impressionnant pour Castello Luqueba. Et alors si certains lui voient un avenir, tant mieux. Mais je crois très sincèrement que si on nous fait une belle offre, hein, vous voyez ici qu'il est valorisé à 20 millions, mais comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, il y a eu des offres à 40 millions, notamment de Chelsea pour Castello Luqueba, mais je veux dire, ce serait une folie pure que de refuser 40 millions pour ce joueur. Alors on va terminer par deux joueurs qui n'étaient pas sur la photo, mais le méritent-ils? Tout simplement parce qu'ils ont peu joué, c'est des recrues de l'hiver, donc bon, je pense qu'il fallait quand même beaucoup plus de matchs pour pouvoir figurer sur la photo. Peut-être qu'ils y seront l'année prochaine. Et puis ils sont pas si jeunes que ça, hein, puisque notre ami Amin Sarr, lui, a 22 ans. Donc c'est pas non plus un gamin, hein, il a quelques années pro derrière lui. Alors Laurent Blanc l'adore. Laurent Blanc l'adore. Il trouve que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est très à l'écoute de ce qu'on lui demande. D'ailleurs, souvent, quand les gens se disent « Mais pourquoi Amin Sarr y joue et pas Djefinho ?» Mais nous, on n'est pas là aux entraînements, et peut-être qu'aux entraînements, Amin Sarr est extrêmement appliqué, alors que Djefinho ne l'est pas forcément. Je ne sais pas, hein, c'est juste une interprétation de ma part. Alors Amin Sarr, moi, j'avais envie de lui donner du temps, et de match en match. Écoutez, je crois que tout le monde s'accorde pour dire que ce joueur n'a pas le niveau de la Ligue 1, en tout cas pas encore. Il ne sait pas se placer, il n'anticipe rien. Lui aussi, au duel, il se fait manger, alors que c'est quand même, quand on le voit, on se dit oh, il a l'air quand même outillé le gamin. Et puis en fait non, il explose, il manque de vis. Et puis il a peur de faire des conneries, ça se voit, il a peur de tenter des choses. Alors certes, il a donné une passe D à Lacazette lors du match contre Clermont. Mais voilà, de toute façon, vous le voyez sur ces notes ici, SofaScore, sur les derniers matchs. 7,2 grâce à sa passe décisive contre Clermont, mais sinon, on est quand même très en dessous de la moyenne. Alors la heatmap, bon, c'est difficile de dégager une heatmap sur la saison. On voit qu'il a plutôt joué dans l'aile gauche. Il n'a joué que 11 matchs. Il a été titulaire 6 fois, 47 minutes de temps de jeu. Il a mis un but. Pour 1,2 XG. En passe D, il a fait une passe D, donc justement dans le dernier match. Dans la précision, bah, c'est pas génial, quoi, 68% dans le camp adverse. Donc ça démontre quand même une certaine pauvreté technique. Et alors c'est surtout ça, moi, qui me plaît pas, mais alors pas du tout, c'est les duels, quoi. Moins de 36%. Globalement, 36% dans les duels au sol et seulement 1 sur 3 dans les duels aériens. Bon, non, quoi, c'est pas possible. Donc le gars doit absolument s'endurcir. Le transférer, ça me paraît difficile vu qu'il est en contrat jusqu'en 2027. Le prêter peut-être, je ne sais pas. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un joueur qui en rotation poste 9 peut nous apporter. Alors, il a l'avantage justement de pouvoir jouer sur les trois fronts de l'attaque. Ailier gauche, ailier droit et numéro 9. Mais pour le moment, il n'a été bon dans aucun de ces postes. Donc, je ne sais pas. Moi, je serais d'avis de le garder pour le moment, de voir ce qui se passe cet été. Et si à la mi-août, on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire, à ce moment-là, soit le prêter, soit le vendre si on trouve un acheteur. Alors, il est à peu près à 10 millions, hein, on l'a acheté 11 ou 12. Bon, ce serait une opération blanche si on arrive à le transférer. Bon, Amin Sarr, Clermont, bon gamin, sans doute très studieux, mais peut-être trop studieux. Mais voilà, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, Clermont, le sera-t-il un jour? Ça, c'est la vraie question. Le renvoyer aux Pays-Bas, où là, il était plutôt apprécié. Soit en prêt, soit en transfert définitif. Et puis Djefinho, hein, qui est celui qui a le moins joué. Bon, c'est un joueur qui reste un peu une énigme, hein, quand même. Alors, on voit, je trouve, des flashs de choses très intéressantes de sa part.
Contrairement à Sarr, lui, qui est gaucher, joue vraiment... alors, est-ce qu'il est gaucher? Non, il est droitier. Alors, lui qui est droitier et a joué essentiellement dans l'aile gauche, un petit peu ici au milieu. C'est difficile de le juger parce qu'effectivement, il a finalement très peu joué. Vous voyez, 6 matchs au total, une seule fois débutant et 35 minutes de moyenne. Pas de but, tout du moins en Ligue 1. Il a marqué en coupe. Il n'a pas tenté énormément. Vous voyez, 3 tirs à l'extérieur de la surface et 2 dans la surface, donc 5 tirs en tout. Il tente des choses. Une passe D, expected passe D tous les 3 matchs. Et bon, il a un temps de jeu quand même extrêmement modéré. Des bonnes stats quand même. Des bonnes stats, vous voyez, 85% de précision dans le camp adverse. Ça, c'est quand même très très bien. 100% sur les passes longues. Donc c'est pas si mal. Il fait un petit peu de travail défensif aussi. Bon, pas énormément, hein, on va pas se mentir. Et dans les duels, il fait un tout petit peu mieux que on va dire la majorité de l'équipe, mais il fait nettement mieux qu'Amin Sarr. Vous voyez, 52%, 51%. Et 67 dans les duels aériens. Alors bon, il n'a pas dû en disputer énormément, donc les stats pour le moment, on va dire, il faut les prendre avec des pincettes. Bon, ce qui ressort globalement de ce joueur, c'est que sans qu'il a du foot dans les pieds, je pense qu'avec une préparation l'été prochain et lui aussi une meilleure connaissance de ses coéquipiers, ça peut être un joueur vraiment intéressant. Donc contrairement à Amin Sarr, pour lequel s'il ne s'impose pas, je préconiserais un prêt ou un transfert, je pense que Jefinho, faut impérativement le garder. Lui aussi est en contrat jusqu'en 2027, donc on a vraiment le temps de le voir s'imposer, mais je pense qu'il a quelque chose, ce joueur. Là aussi, un 6 matchs, c'est difficile de le juger, mais je sais pas, dans ses passes, parce que même parfois dans des temps de jeu très courts, il a fait des trucs vraiment intéressants qui démontraient qu'il avait du flair, hein, comme on dit aux États-Unis, pour le jeu. Donc voilà, Jefinho, moi je suis plutôt pour le garder. Et avec une préparation physique adaptée l'été prochain et une meilleure compréhension du jeu de l'OL, je pense qu'il peut vraiment nous donner quelque chose. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces joueurs et éventuellement de la vidéo, mais surtout des joueurs, c'est quand même eux le plus important. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.